La RTB est une institution du service public, un grand machin qui emploie 2000 personnes là où RTL Belgique n'en signale que le quart, avec 2 ou 3 fois plus d'auditeurs. C'est bien simple, si on prend le dernier top 10 des émissions télé en Belgique, on ne retrouve que 2 fois la RTB en 4e et 6e position, tout le reste étant dévolu à RTL TVI. Les raisons de cette disparité, chacun y va de son explication. Une administration pléthorique, ça c'est sûr, un ton démodé et surtout une information politisée à l'extrême. Et toujours dans le même sens, bien sûr, vous choisirez vous-même le camp. Et soudain, depuis quelques années, en fait depuis la création de Vivacité, la deuxième chaîne radio de cette RTBF, voilà que tout change. Avec l'arrivée d'une nouvelle génération de journalistes qui font sauter les tabous, parlent vrai, appellent un chat et construisent une radio de type Facebook où tout le monde peut s'exprimer, comme dans l'émission de Benjamin Maréchal, c'est vous qui le dites, qu'on peut entendre tous les matins de 9 à 11 heures sur Vivacité et qui supplante désormais RTL, sans doute plus jovial, plus familial, mais aussi et surtout beaucoup plus creux. En bref, ça marche très fort. Mais c'est très discuté en interne, où d'aucuns trouvent à cette émission des relents populistes, rien de moins. Alors, Benjamin, à la longue, ne risques-tu pas des ennuis? Il y a une génération qui a changé. Moi, quand je suis arrivé à la RTBF dans le début des années 2000, il y avait encore des gens qui avaient 55, 60, une certaine vision du service public, une certaine vision de l'administration. Et au final, ces gens, par le jeu des pensions, parfois par le jeu des décès, ont quitté la maison. Finalement, je compte sur les doigts d'une main, peut-être même pas, les gens qui étaient là le premier jour où je suis arrivé à la RTBF. Donc il y a un vrai renouvellement de génération. Sans doute que ça a un peu fait évoluer le ton, enfin ça a fait évoluer le ton. Et puis il y a eu des changements de direction aussi. On a un moment à la radio récupéré des directeurs qui venaient de la maison d'en face d'RTL. Alors beaucoup ici ont crié au loup, le loup dans la bergerie. Mais non, c'était aussi l'apparition de gens qui étaient des vrais professionnels des médias et qui n'étaient pas des professionnels de l'administration. Donc il y a deux éléments, le renouvellement de génération et puis l'arrivée de gens de médias et plus des gens de postes ou de jeux de pouvoir. Alors il y a aussi un changement de ton au niveau de la politique de la maison, mais de la politique générale. Tout un temps, il fallait tout traduire. Par exemple, un quartier d'immigrés, c'était un quartier défavorisé. Le foulard, c'était des signes ostentatoires religieux. On ne pouvait pas parler de l'islam, etc. Et dans ton émission, on aborde vraiment tous les problèmes, mais comme on les aborde dans Facebook, c'est-à-dire avec la liberté de parole des gens, parfois extrémistes, parfois pas. Et est-ce qu'on ne va pas te cataloguer de populiste ? Évidemment, il y en a beaucoup dans la maison qui trouvent que le principe même de donner la parole à des gens est un truc populiste. Donc le simple fait de donner la parole à des gens qui ne sont pas des experts ou des journalistes, c'est populiste. Alors ceux-là, malheureusement, j'ai appris avec le temps à les laisser sur le bord de la route parce que au début, on ne me laissait pas tant faire que ça. J'étais souvent appelé, souvent convoqué. J'avais souvent des échos de la bande, de ce qui se disait dans les réunions de direction. Mais c'est vrai qu'il y a la direction de Vivacité, Éric Gilson, Francis Goffin, je pense, m'ont toujours protégé, donc à ce niveau-là, je leur dois une fière chandelle. La grosse nouveauté, c'est qu'on a longtemps cru qu'il n'y avait que les Français qui étaient capables de faire des libres antennes, les RTL France, les Europe 1. Moi aussi, j'écoutais le journal de 13h sur RTL, Jean-Jacques Bourdin à l'époque qui faisait la libre antenne. Voilà, ça c'est mes modèles, mes références. Et on a longtemps cru qu'il n'y avait que les Français qui avaient le bagou pour faire ça. Et puis on l'a essayé en Belgique. Et effectivement, beaucoup ont crié populisme, des gens qui parlent, qui n'y connaissent rien. Et on doit bien se rendre compte au bout de 4-5 saisons qu'il y a un potentiel, que les gens sont assez grands, intelligents en Belgique pour parler. Donc ça, c'est effectivement une vraie victoire. Maintenant, sur l'apparition des caméras en studio, on doit bien admettre que la radio en ce moment est en train d'évoluer. Le modèle de la radio de l'animateur speaker dans son studio est complètement mort. Il faut jouer avec la télé, il faut jouer avec des caméras, il faut jouer avec Facebook. Et donc voilà, la difficulté pour certains, c'est d'accepter que la radio qu'on a connue, celle que j'ai connue aussi, même si je suis plus jeune que les anciens de la RTB, cette radio-là, elle est morte. Et on nous dit, oui, mais vous copiez RTL, vous devenez une pâle caricature d'RTL parce que vous faites des émissions populaires. Moi, je rappelle qu'avec l'argent de l'État, l'argent du service public, l'argent de la communauté française, la première exigence, c'est d'utiliser cet argent à faire des programmes qui trouvent un public, parce que faire des programmes... 600 000 personnes, je crois, que vous écoutent quotidiennement. Voilà. Donc et 15 000 sur Facebook. On a pratiquement 600 000 auditeurs. Moi, je suis fier de me dire qu'on fait des programmes sur Viva, mon émission, mais d'autres aussi, qui trouvent un public. Pendant des années, les programmes de la RTB n'ont pas trouvé de public et on a continué à les faire. Et donc à ceux qui me disent c'est une honte pour le service public, alors c'est une conception de l'État, mais ma conception de l'utilisation de l'argent des impôts, c'est une utilisation qui est
rationnel. Benjamin Maréchal. C'est un petit nouveau, mais en fait c'est un petit de 2 mètres, c'est ça? 1,96 m officiellement. Voilà. 2 mètres officieusement. Avec une maman qui était professeure dans l'ORECA, c'est ça? Professeur d'hôtellerie, qui a dirigé une section hôtellerie à Bruxelles. Ouais. Voilà. Et comment es-tu arrivé à la radio? Comment je suis arrivé à la radio? Depuis tout petit, moi j'ai une espèce d'attirance pour cet univers. À la maison, mes parents écoutaient RTL France. Et même quand Bel RTL a été lancé, on écoutait chez moi RTL France. Donc je suis vraiment, sans sortir les violons, je suis l'enfant de Fabrice qui était sur RTL à l'époque et Casino Parade. Je suis l'enfant de Jean-Jacques Bourdin qui faisait Les auditeurs ont la parole. Et donc toute cette sonorité-là m'a en quelque sorte appris la radio. Alors ça m'a pas appris forcément à parler, mais ça m'a appris qu'il y avait un rythme et qu'on donnait du rythme en parlant, en mettant un jingle, en mettant un disque ou en n'en mettant pas. Et mon envie de la radio, elle est née de là. Et puis dans le fil des études, j'ai fait des études de journaliste, parce que c'est ce qui me rapprochait sans doute le plus des médias. Et j'ai eu la chance au départ de faire un stage sur Bel RTL qui s'est très très bien passé pendant mes études, et ils m'ont engagé directement. Et donc très vite, avant même la fin de mes études, avant la fin de mon diplôme, je travaillais pratiquement à temps plein comme journaliste. À Bel RTL? À Bel RTL. Donc en face, chez le concurrent? En face, chez le concurrent. Et puis un jour, une copine m'a inscrite à un concours d'animateur à la RTBF en me disant « Ouais, je crois que ça te plairait bien, je t'ai inscrit, voilà, fais-le. » Et puis je me suis pris au jeu, 1 étape, 2 étapes, 3 étapes, et j'ai été engagé sur Fréquence Wallonie, sans très bien connaître ce que c'était. Mon frère me disait à l'époque « Mais pourquoi tu vas sur la radio des vaches alors que tu es sur RTL ?» Enfin, ça en dit long sur l'image qu'on avait de la RTBF et de Fréquence Wallonie. Et au final, voilà, je me dis toujours que j'ai appris beaucoup là-bas, parce que dans le journalisme et RTL, avec les méthodes du privé, j'ai appris beaucoup. Mais j'ai pu appliquer beaucoup ici parce que le star system n'est pas le même et au final, plus de 10 ans après, cette boîte m'a donné une chance et un job incroyable que j'aurais sans doute pas eu à RTL. Vivacité, ma radio complicité. Belle journée ensoleillée, il est 8h. Est-ce que c'est vraiment toi le boss de l'émission ou bien est-ce que tu as des gens qui te disent tu dois faire ceci, tu dois faire cela? Parce qu'on est dans une administration quand même. Mais je ne le vois pas comme étant le patron et des employés. Et disons que comme je suis à l'antenne, que je donne l'impulsion des sujets, je suis... C'est toi qui choisis les sujets? Alors moi je liste tous les sujets potentiels le matin et puis je les soumets à l'équipe. Et le but c'est de voir un peu leur réaction. Ouais. Et dans ce ping-pong on choisit. Et au final sans doute que j'ai un peu le dernier mot parce que j'ai souvent une idée précise de comment je veux le faire, de ce que je veux faire. Donc je suis un super capitaine d'équipe, mais je ne me considère pas comme un chef de service avec des employés. J'ai lu quelque part qu'on te considérait comme quelqu'un de très exigeant. Ben, il faut, pour faire une émission comme c'est vous qui le dites, il faut être exigeant. D'abord, il faut respecter la parole des gens. Il faut, quand on répond aux gens, avoir quand même quelque chose d'intéressant à leur dire et connaître son sujet, c'est bien le minimum. Il faut bosser. Il faut bosser. Et la radio, ça n'est que ça. C'est bosser. Alors souvent, on s'imagine que des gens... avec de l'eau, avec du bagou, peuvent. Bien sûr que tout le monde peut parler devant une caméra, parler devant un micro, mais je reste persuadé qu'au final, ceux qui s'imposent comme des vrais professionnels, il y en a quand même pas mal à la RTB, sont des mecs qui bossent. Pour faire ça, il faut bosser. Il ne suffit pas de venir dire « je suis Benjamin Maréchal » et puis start. C'est ma dernière question. Dans le temps, quelqu'un qui travaillait à la RTB, donc la radio nationale, s'il devenait une vedette, était très mal considéré et à la limite mis sur le côté. Comment est-ce que tu vis une certaine notoriété qui est en croissance? Est-ce que c'est un danger? Alors la notoriété, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui me reconnaissent. Je sens bien qu'on parle de l'émission, donc de moi en interne. Et en externe aussi, hein. Et en externe aussi. Moi je suis très distant par rapport à ça, parce que je fréquente pas les soirées VIP. Et d'ailleurs c'est un vrai tort et parfois un reproche qu'on me fait, parce que pour exister non pas auprès des gens, mais pour exister dans la maison, dans le métier, il faut se montrer dans les soirées VIP, dans les événements. Je fouille ça comme la peste, je vous mets au défi de trouver une soirée dans l'année où j'ai été. Je fouille ça comme la peste. Et donc voilà, au final, je pense que je suis connu des gens, mais je n'ai pas une notoriété ni un statut. Mais je comprends au final que certains puissent déconnecter et puissent décoller, parce que ça vous donne un pouvoir incroyable d'être connu, d'être reconnu. Donc je fouille ça comme la peste, je fréquente très peu de gens du métier, je fréquente pas du tout les soirées VIP. Et voilà, et jusqu'ici je croise les doigts, en 12 ans, ça m'a quand même permis de bosser, espérons que ça dure. Vivacité, ma radio complicité.
ensoleillée, il est 8h.